Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de ce mardi 24 septembre, la politique est dans la rue. Nous avons suivi l'UMP dans le quartier plutôt à gauche d'Arnaud Bernard. Les Roms sont-ils les pilleurs de la France? Polémique au tribunal de grande instance de Toulouse. Et Anthony Missoura, la basketteuse qui crée le buzz. François Guinle, bonsoir. Bonsoir Vous êtes encore ému. C'est le coup, en tout cas, du Toulouse Métropole Basket, le TMB. Les militants UMP arpentent la ville rose avec 200 000 tracts et des convictions. Le porte-à-porte des VRP de la politique, comment ça marche? Reportage de Saint-Cernin à Arnaud Bernard avec Jérôme Bolloc et Alain Sorat. Vous êtes un jeune étudiant? Oui, je suis un étudiant mais je suis pas trop de ce bord. Ouais. Mais c'est pas grave, vous pouvez le lire. Je vais quand même le lire. À 6 mois des municipales, la guerre de terrain a commencé. Les militants UMP terminent une grosse semaine de tractage. Un exercice nécessaire mais pas toujours facile. Bonjour madame, c'est pour vous que vous m'ouvriez la porte de manière à ce que je puisse vous laisser une documentation concernant les municipales 2014. Il faut être persévérant, il y a des heures qui sont plus faciles, là étant début d'après-midi, les gens sont un petit peu partis à leur travail. C'est aussi l'heure de la sieste, donc il y a des personnes âgées qui ne répondent pas foncièrement. On discute beaucoup, il y a beaucoup de demandes, il y a notamment sur l'insécurité. Moi je ne suis pas spécialement intéressée par Moudinque, mais voilà. Pourquoi pas, c'est une manière aussi d'informer les gens. Cet après-midi, les 3 militants sont partis à la conquête des électeurs d'Arnaud Bernard, un quartier loin d'être gagné d'avance. L'UMP, on n'aime pas du tout. Les gens ils s'en foutent de la politique ici. Il n'y a pas de quartier plus évident que d'autres. Il faut être partout et sur tout Toulouse. Et c'est ce qu'on essaye de faire et de discuter avec tous les Toulousains. Parce qu'en mars prochain, pour avoir une majorité, il faut avoir une majorité qui représente la ville. Ce n'est pas plus compliqué finalement parce que je pense que ces quartiers ont besoin de gens qui sont à l'écoute justement. Et dès que des personnes comme nous, là je regarde tout à l'heure, j'étais avec des commerçants qui m'expliquaient, voilà, vous êtes une des premières à passer me voir en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Ce genre d'opération va s'accélérer d'ici mars. Sous les pavés, la victoire, peut-être. Qu'est-ce qui fait 192 pages? François, vous avez une réponse à cette question? C'est le programme de la Novella. Vous connaissez la Novella? Oui, ça me dit quelque chose. On a pu voir des robots danser l'année dernière, non? C'était ça? Oui, très bien, ouais. Bravo. Alors, la Novella, c'est donc du 27, comme vous le dit, septembre au 13 octobre. Et puis, la culture scientifique a son grand rendez-vous, accessible à tous. Pierre Cohen nous parle de cette fête de la connaissance qui existe à Toulouse depuis 2009. Technologie ou pas technologie, comment des réponses peuvent être apportées au vieillissement, à la façon de communiquer ensemble par rapport à, je dirais, des nouveaux réseaux ou la façon dont on construit encore sur l'espace public des liens. Donc toute cette connaissance, ce savoir, c'est pour nous l'identité de notre ville et maintenant de notre agglomération. Et donc ce rendez-vous, c'est de mettre tous ceux qui produisent la connaissance, tous ceux qui se posent des questions par rapport à la connaissance. Et avec un Bruno Latour qui revient pour la 2e année, il pose la question de la controverse. Est-ce que la connaissance ne se construit pas à travers d'un savoir, mais aussi des confrontations de savoir? Le cigarettier Philippe Maurice fait du lobbying au Parlement européen. Christine De Veyrac, la députée UDI européenne de la circonscription du Sud-Ouest, a été fichée comme favorable à l'industrie du tabac malgré elle. François. Oui, en effet, Jean-Marc, elle a découvert la nouvelle samedi. Elle a été plutôt surprise, elle est tombée des nues. Elle compte bien demander des comptes quant à ce listing. Et pour l'instant, elle s'était penchée au micro de Sophie Voigny. On écoute. Moi, je me situe totalement en dehors des partis politiques et comme d'ailleurs 90% ou 95% de la population toulousaine, voilà, ce qu'il faut, c'est traiter les problèmes et les petites phrases comme ça, je crois que ça n'apporte absolument rien au débat. Pour ma part, vous l'aurez remarqué, depuis que j'ai commencé cette campagne, depuis 2 ans, je n'ai jamais eu un mot contre personne. Alors on peut discuter sur les projets, débattre, là oui, mais des réflexions comme ça, c'est voilà. Philippe Douste-Blazy était à Toulouse la semaine dernière dans la librairie Priva, Jean-Marc. En effet, le secrétaire général adjoint de l'ONU et aussi le président d'Unitaid, une organisation qui vient en aide notamment aux pays en voie de développement en proposant des médicaments moins chers, a sorti un livre chez Plomb avec un titre simple « La solidarité sauvera le monde ». Il nous parle de la notion d'entraide, mais aussi, revenons à Toulouse, de l'oncopole. Nous sommes avec Philippe Douste-Blazy, bonjour. Bonjour. Je lis le titre « La solidarité sauvera le monde ». C'est un vœu pieux ou c'est une réalité ? Je pense que ça peut être une réalité si on le veut tous. Nous avons, à partir d'une petite idée, prendre 1 euro par billet d'avion, nous avons créé il y a 7-8 ans Unitaid, que j'ai fondé. Eh bien,
En prenant 1 euro par billet d'avion dans 15 pays, on a pu récolter plus de 3 milliards de dollars. Et avec cela, on soigne 8 enfants sur 10 contre le sida dans le monde. 350 millions d'êtres humains, essentiellement des enfants, contre le paludisme et la tuberculose. Donc oui, on peut lutter contre l'extrême pauvreté, que ce soit d'ailleurs en France ou à l'international, à condition de prendre des microscopiques contributions sur des activités mondialisées. Oui, la solidarité peut sauver le monde. Alors c'est le livre édité chez Plomb. Est-ce que c'est aussi une réponse au capitalisme financier en disant on a créé un monstre peut-être? Absolument. Je suis persuadé qu'aujourd'hui on vit dans un monde où l'homme ne compte plus. Il n'y a plus que l'argent qui compte. Il n'y a plus que la rentabilité qui compte. Les conditions de travail, la manière de vivre, plus des gens qui gagnent des sommes énormes et qui nous ont conduits dans la fameuse crise financière et économique. Ce sont des réflexions qu'il faut avoir. Il faut redevenir au capitalisme social, c'est-à-dire l'entreprise qui met l'homme au cœur de la société. Alors j'ai envie de vous demander, c'est un discours de gauche, de droite, du centre? Je crois que aujourd'hui, la gauche et la droite, quand on voit aujourd'hui que le capitalisme a réussi, je dirais, à s'imposer dans le monde face au communisme, eh bien, le capitalisme, et d'ailleurs, c'est un message très fort qu'il faut donner, le capitalisme ne doit pas être sauvage, il ne doit pas y avoir que l'argent dans le monde, il doit y avoir aussi la notion de partage. En tout cas, c'est ce que je pense profondément. En 2001, suite à l'explosion de l'usine AZF, c'est Philippe Douste-Blazy qui a impulsé l'idée de créer un grand pôle de recherche contre le cancer. Maintenant, c'est un grand espoir, c'est de voir là où nous avons été meurtris, là où nous avons été tués, eh bien, c'est probablement un des plus grands centres de lutte contre le cancer qui sera là demain. C'est important pour, d'abord, sur le plan moral et éthique, c'est important aussi sur le plan économique à Toulouse, parce que nous avons Airbus, nous avons l'aéronautique, mais jusqu'à quand? Dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, peut-être qu'il faudra aussi se remettre en question. Et donc là, nous avons la possibilité probablement de faire venir des biotechnologies, des start-up, des jeunes chercheurs, et ensuite de produire, j'espère, des médicaments ici. Alors il y a aussi quand même un problème de gouvernance. C'est un endroit public, un endroit privé. On a fait une sorte de mariage de la carpe et du lapin. Comment ça fonctionne la cancéropole? Ça fonctionne difficilement pour l'instant? Avant d'abord de juger, comme vous venez de le faire, la gouvernance... Non, parce qu'on entend ici de ci de là que c'est compliqué, des gens sont tentés de venir puis ils partent. Alors avant de juger la gouvernance comme vous venez de le faire, il faut d'abord que ça existe. Or aujourd'hui c'est un chantier. Donc vous ne pouvez pas gouverner quelque chose qui est un chantier. Oui, enfin on le met en place quand même ce chantier, on met en place ce qui va se passer. On met en place un chantier, on n'a pas encore mis en place les hommes et les femmes qui vont y travailler. Donc évidemment le maire de Toulouse, mais aussi le ministère de la Santé, des Affaires sociales, je dirais, tous partis confondus, se sont groupés pour que nous ayons à Toulouse un des plus grands centres de lutte contre le cancer au monde. Et vous verrez que, bien sûr, les plus grands noms de la cancérologie du monde viendront frapper à la porte de Toulouse un jour, comme aujourd'hui ils le font pour l'aéronautique. Alors, toute dernière question, vous avez été maire de Toulouse, évidemment. Il y a les municipales qui arrivent en mars 2014. Il y a Jean-Luc Moudin d'un côté, il y a Pierre Cohen de l'autre. Il y a peut-être Christine de Vérac. Vous êtes où à ce moment-là? Vous êtes au centre? À droite? À gauche? Alors, j'ai oublié de vous dire, mais je suis aux Nations Unies. Et alors vous avez un devoir de réserve, c'est ça? Aux Nations Unies, on signe un papier disant qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de s'engager politiquement dans un parti dans n'importe quel pays au monde. Et donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous répondre. La seule chose que j'ai là ancrée en moi, à la gorge, c'est l'ambition pour Toulouse et pour les Toulousains. AZF, suite et fin, point d'interrogation. Qu'a dit aujourd'hui la Cour de cassation, François? La Cour de cassation a décidé de ne pas donner suite à la requête de Serge Bichelin et aux avocats du groupe Total. Donc l'enjeu, c'était de vérifier, d'amener la loi Fauchon, qui est à l'origine de cette condamnation, la condamnation de la Cour d'appel, devant le Conseil constitutionnel pour vérifier sa validité au regard de la Constitution. Voilà, bon, c'est peut-être un peu complexe. C'est purement technique et juridique. C'était l'enjeu aujourd'hui. Ça ne se fera pas. C'est pas vraiment une surprise parce que cette loi Fauchon de juillet 2000, elle protégeait déjà considérablement les responsables de sites dans ce genre d'événements dramatiques. D'accord. Alors qu'en est-il par rapport à la condamnation actuellement?
Par rapport à cette condamnation, ce qui reste aux avocats du groupe Total et de Serge Bichelin, c'est un pourvoi en cassation, cette fois pour vérifier la validité de l'arrêt rendu par la Cour d'appel, donc celui qui a condamné. Ça ne se fera pas avant fin 2014, parce qu'il y a un gros dossier de 300 pages qui a été fourni par les avocats, donc il faut l'étudier. S'ils n'obtiennent pas raison par ce biais-là, il leur restera un éventuel pourvoi devant la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. D'accord, merci François. Rappelons que Serge Bichelin a été condamné à 3 ans de prison, dont un ferme. Vous pillez la France, c'est ce qu'aurait dit le président du tribunal correctionnel de Toulouse à des Roms lors d'une audience publique en comparution immédiate. De plus, celui-ci a dépassé les réquisitions du parquet qui demandait 6 à 8 mois de prison en les condamnant à 1 an de prison ferme et 41 000 € d'amende. Marlène Canal est allée interviewer les syndicats de la magistrature qui s'inquiètent d'une telle décision. Ces propos ont été tenus en audience publique et ont mis à mal, ont stigmatisé une partie de la population, au titre, en l'occurrence là, la communauté rome, au titre de son appartenance ethnique, ce qui est naturellement contraire au principe donc, de protection des droits de l'homme et contraire au principe d'impartialité qui est un principe fondateur naturellement donc, de la déontologie du magistrat, qui se doit, lorsqu'il juge, de faire abstraction des critères ethniques, raciaux, voilà. Un juge, lorsqu'il prononce une condamnation, doit le faire dans la sérénité, car l'acte de juger est déjà un acte difficile, un acte violent. Et en conséquence, il convient de s'adresser aux prévenus avec délicatesse, avec retenue et avec réserve. C'est d'ailleurs ce que prévoit le statut et les obligations déontologiques du magistrat. Effectivement, ce juge est encore aujourd'hui président des audiences de comparution immédiate. Il appartiendra éventuellement à l'institution judiciaire de prendre les mesures qui s'imposent dans ce cadre. Sport maintenant, je me tourne vers vous François Guinle, qui est Antonija Missoura. À l'origine d'un phénomène très rare ici, en tout cas il y a eu une bousculade à la rédaction de TLT pour aller à sa rencontre. C'est bien la première fois pour du basket féminin. Samuel Prieur de TLT a gagné. Ce qui est bien normal, c'est son domaine. C'est donc la nouvelle recrue du Toulouse Métropole Basket. C'est une basketteuse croate de 25 ans, elle mesure 1m80, elle était là en pantalon rouge, la voici. Très bien. Elle est internationale pour son pays depuis 2009. Son principal fait d'armes, c'est de s'être qualifiée avec sa nation pour les JO de Londres en 2012. C'est là que sa notoriété explose. Alors, c'est pas spécialement pour les résultats sportifs de l'équipe, parce que la Croatie se fait éliminer dès les phases de poule avec 4 défaites. Mais il se trouve qu'elle est remarquée par certains médias, on ne sait pas exactement qui. Elle est élue sportive la plus sexy de ces JO. Donc ça change beaucoup de choses. À partir de là, la voici propulsée sur le web. Et là, on peut découvrir d'autres choses la concernant. Alors ça, c'est autorisé, toutes ces images? C'est des images qui sont pas volées, c'est quand même autorisé. Vous la voyez donc là en train de manger du raisin chez elle, sur sa moquette, voilà, en train de se battre entre ses cheveux et des oreillers. Bon, on sent bien des photos posées quand même. On la découvre, des photos de mode voilà, qui la mettent plutôt en valeur. Mais toujours est-il qu'en dehors de ça, elle arrive quand même avec une réputation flatteuse sportivement. Elle était à plus de 18 points de moyenne dans son ancien club croate, 4 passes décisives par match, ça c'est plutôt bien. Il restera à voir comment elle s'adapte dans ce championnat de France qui est quand même plus relevé que le championnat croate. On verra ça donc. J'ai cru à un moment que vous n'étiez qu'un affreux goujat et sexiste à ne parler que des qualités plastiques de cette basketteuse. Alors, au-delà de ça, quel est finalement l'objectif du club en la recrutant? Bon, l'objectif, c'est de marquer le retour en D1 du club avec une authentique opération de séduction. Le club s'en cache pas, puisque le titre de joueuse la plus sexy des JO est affiché sur le portail du club. C'est même l'accroche de la joueuse, avant de la découvrir statistiquement dans d'autres domaines. Et c'est un recrutement qui vient couronner les nouvelles ambitions du TMB, qui vise ni plus ni moins que jouer la course au titre dans les 4 ans. À noter qu'en matière de glamour, on va peut-être voir cette image. Le TMB est pas le seul. Vous savez, donc on peut voir toutes les images que vous voulez. Alors allons-y, profitons-en. Le TMB n'est pas le seul à jouer la carte du glamour. Voici l'affiche de lancement de saison de la Ligue de basket féminine. Voilà, un décolleté sous fond de ballon de basket. Je crois que le message est plutôt clair. Et on peut quand même penser, je pense, à des associations comme Oser le féminisme qui pourraient s'émouvoir que finalement l'image de la femme n'est pas forcément mise en avant avec de telles images. Ça pourrait arriver, on n'est pas à l'abri de ça, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on a une ITV ou est-ce que je vous demande si le glamour est le seul moyen de promouvoir le sport féminin? C'est vrai, on va peut-être d'abord écouter Antonija Missoura pour savoir quels sont ses objectifs et ses attentes au TMB. Très bien. Cette équipe est très ambitieuse et c'est très important pour moi. C'est la première fois que je vais jouer à l'étranger. J'ai choisi de venir à Toulouse et j'en suis très fière.
Sur ce titre de joueuse la plus sexy des JO, c'est très gentil. Je ne peux pas dire le contraire. Toutes les filles ont envie d'entendre ça, vous savez. Mais ici, je veux jouer au basket. Je suis une joueuse professionnelle, c'est tout. Très élégante. Est-ce que le glamour, justement, est-il le seul moyen de promouvoir le sport féminin dans son ensemble? Non, alors fort heureusement, mais on peut constater que souvent, quand même, en termes d'accroche, c'est un recours qui est répété. On a plusieurs exemples. On se souvient d'Anna Kournikova, cette joueuse de tennis russe qui a beaucoup plus brillé en dehors des terrains. Et on a beaucoup parlé d'elle médiatiquement, mais elle n'a jamais gagné de tournoi majeur. On dirait une star de cinéma. Et voilà, d'ailleurs, elle a quitté les cours de tennis pour les stands photos. Ça, elle a préféré cette voie-là. Ah oui. Il y a eu également les joueuses de l'équipe de France féminine de football avant l'Euro 2009 qu'on voit ici, voilà, bien mise en valeur, mais là aussi message promotionnel par le glamour. Mais le phénomène ne s'arrête pas au sport féminin. On peut voir que ça concerne ces messieurs également. L'effet marketing, ça marche. On pense bien sûr au rugbyman. Voici Frédéric Michalak sortir des buissons dans presque le plus simple appareil. Ah oui. On reconnaît Clément Poitrenaud tout bronzé. Et on va terminer avec David Skrela qui joue à Colomiers cette saison, qu'on va voir normalement juste après Clément Poitrenaud. Voilà, donc il joue sans les chaînes évidemment. On voit que c'est le même plutôt explicite quand même. Plutôt explicite, effectivement. On voit que c'est les mêmes ressorts. Donc ça existe aussi chez les garçons. Il y a une forme de parité dans ce marketing glamour autour du sport. En tout cas, pour en revenir à Antonija Missoura, on peut dire que le TMB a réussi son coup parce que c'est probablement la première fois qu'on parle basket féminin sur ce plateau. En tout cas, ça on les voit jouer très bientôt ou pas? Oui, alors le premier match c'est le 5 octobre à 13h30 face à Mondeville au Petit Palais des Sports pour découvrir toute l'équipe. Vous y serez? C'est pas impossible. Ah bah oui, vous y serez. Vous serez avec moi? Alors, en tout cas, Samuel Prieur, lui, a eu la chance d'interviewer Antonija et vous verrez l'intégralité de l'émission. Ce sera vendredi à 19h40. L'émission s'appelle Avant Match. Est-ce que vous connaissez Joe le Taxi? Ça me rappelle quelque chose, oui. Une chanson de Vanessa Paradis. Alors après Joe le Taxi, nous avons Joe le Cycloville. Le Cycloville, c'est tout simple. C'est une façon alternative de faire du transport en mode doux, c'est-à-dire en vélo ou en tricycle à Toulouse. Alors c'est simple, vous mettez à l'arrière et quelqu'un pédale pour vous. Eh bien, il y a eu un jeune cavalier qui a pédalé pour Marlène Canal. Explication. Depuis plusieurs années déjà, la ville de Toulouse entend bien chasser la voiture de l'hypercentre. Et c'est en partant de ce constat que Cycloville est né. Depuis juillet, 4 vélotaxis sillonnent les pavés toulousains d'est en ouest, du boulevard de l'Embouchure aux allées des Demoiselles et du nord au sud du boulevard des Minimes à Saint-Cyprien. À raison d'une dizaine de clients par jour, pour l'instant, l'activité démarre doucement. Le but, c'est que ce soit un service qui se rapproche que des choses qui se font dans d'autres villes, que ce soit Lille, Lyon, Bordeaux, des villes qui sont à peu près sur la superficie, sur le terme de population équivalent à Toulouse, ce qui tourne entre 8 et 10 vélos. Donc le but, ce serait à terme d'arriver à ce niveau de véhicules-là. Après, c'est en fonction effectivement de l'attirance qu'aura le service sur la ville. Le service s'adresse notamment aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Entre la navette gratuite, le petit train et les taxis, les nouveaux vélotaxis qui bénéficient tout de même d'une assistance électrique doivent faire leur place, au propre comme au figuré. Dans les rues piétonnes, les gens sont habitués au vélo. Donc bon, c'est un plus gros gabarit, mais dans l'ensemble, ils sont habitués. Il suffit de donner un coup de sonnette et voilà. Et après, en circulation, les voies de bus... ça va très bien. Le plus compliqué à la rigueur, c'est les rues à sens unique quand on les prend, mais c'est rare. Mais après, dans l'ensemble, ça va. L'équipe attend beaucoup de la période des fêtes de Noël qui doivent drainer beaucoup plus de monde dans l'hypercentre car il est pour l'instant trop tôt pour que le patron puisse se dégager un salaire. Pour un trajet d'une quinzaine de minutes du Capitole à Saint-Cyprien, pour une personne seule, comptez en moyenne 5 €. Une façon agréable d'aller au stadium. D'ailleurs, le stadium, c'est demain. Que se passe-t-il demain, François? J'ai cru comprendre que Michel Platini serait là. Est-ce qu'il vient donner des conseils, un peu de consulting auprès du Toulouse Football Club ou pas? Michel Platini est secrètement à Toulouse. Il regarde en tout cas le match TFC Lorient et il parlera évidemment de l'Euro 2016, mais pas à nous parce que personne ne doit savoir qu'il est là. Merci à tous. Demain, vous retrouverez Jérôme Bollock.